York est une ville d'accueil, une ville de migrants. C'est pas un cliché de dire que c'est depuis des siècles la porte d'entrée de l'Amérique. Ça a été largement documenté dans des films, dans des documentaires. New York, c'est une ville de migrants. Et au moment de penser à cette vidéo, je cherchais un angle pour pas simplement faire le meilleur burger de New York ou 10 trucs insolites que vous mangerez à New York. Et depuis quelques temps, je suis très curieux de comment la bouffe voyage. On en parle souvent d'ailleurs dans mon podcast, Bouffon. Et je trouve ça fascinant parce que ça nous apprend plein de trucs et bouscule pas mal d'idées reçues. À un moment où les migrations crispent un peu trop certains esprits étroits et où d'autres essaient de faire de certains plats des étendards identitaires, c'est toujours drôle de regarder dans le passé pour voir à quel point tout ça n'est que croyance et volonté de réécrire une histoire qui arrange. Par exemple, je sais pas si vous saviez, mais le fish and chips, plat qu'on dirait traditionnel anglais, a été inventé par un juif russe au 19e. Les épinards, on pourrait dire, les épinards, c'est un plat bien de chez nous, non les épinards ? Eh ben c'est les Arabes qui les ont rapportés en France. Y a qu'à voir aussi comment les Japonais se la donnent autour des ramen, qui seraient probablement inexistants sans l'aide des Chinois. Enfin bref, avoir des certitudes sur les origines des plats, c'est une bêtise, et je voulais profiter de mon passage à New York pour voir, toucher et surtout goûter plein de plats qui ont justement été apportés par les migrations, apportés mais aussi transformés, mis à jour, modifiés. On va voir qu'on a en plus l'embarras du choix dans ce que les femmes et hommes qui venaient de loin ont ramené comme recette avec eux, et comment la cuisine est une formidable façon de célébrer les migrations. Et pour commencer, on va aller à Chinatown manger des soup dumplings. Les soup dumplings, c'est pas une soupe dans laquelle tu mets des dumplings, mais je te raconte, mais tu le sais déjà parce que c'est toi qui m'as dit où est-ce qu'on devait en manger. En fait, c'est des dumplings, donc des raviolis chinois, dans lesquels les gens ont mis de la soupe. C'est un truc qui vient de Shanghai, qui a été ramené à New York, il semblerait il y a 20 ans, Victoria. Et en fait, c'est pas, tu te dis comment ils font. Comment ils font ? Bah en fait, c'est simple, donc c'est pas avec une seringue qu'ils injectent la soupe dedans, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font genre une espèce de gelée dans laquelle ils font refroidir le bouillon, qu'ils mettent en gelée, qu'ils vont mettre dans le dumpling, et en cuisant le dumpling, ça va refondre, refaire du bouillon. Et voilà, on va le manger. Apparemment, c'est délicieux, mais ça, c'est toi qui m'as dit. Je dois te croire sur parole. Dans Chinatown, les restos qui proposent des xiaolongbao ne manquent pas, mais il fallait bien en choisir un, et ce sera 456 New Shanghai pour nous. L'endroit est blindé, mais on n'attend pas longtemps avant d'être assis sur un coin de table juste en face d'une commande qui attendra son livreur pendant toute la durée de notre repas. C'est plutôt original, mais toujours moins pire que de partager la table avec par exemple un couple qui ne se parlera pas de tout le repas. On commande des brioches farcies, mais surtout des soup dumplings en anglais ou xiaolongbao en chinois mal prononcé par un occidental. Visuellement, ça ressemble exactement à un dumpling, mais avec le côté petit bouillon qui lui donne comme une forme de poche ou une autre forme que je vous laisse le soin de trouver vous-même. Il faut être absolument précautionneux à l'heure de s'en saisir parce qu'on pourrait le percer. Et si on le perce, on a un gage, une punition. Alors, pas la peine de chercher un truc complètement farfelu. En fait, le gage, il va s'évaporer sous vos yeux au moment où vous aurez raté, quoi. Enfin, ça va être tout simplement le bouillon qui va s'éloigner de votre bouche pour glisser dans le plat et sera perdu à jamais. Et ça, vraiment, personne ne veut que ça arrive. Le bouillon, il finit dans votre estomac ou rien. Pour qui aura préservé intacte la peau du ravioli, c'est maintenant que le fun commence. On fait un petit trou à l'aide de sa baguette sur le ravioli et on contemple le bouillon s'échapper, mais sans trop s'oublier pour pas que le liquide fuit de la cuillère. On aspire et on colle le ravioli comme pour lui faire un bisou, comme le suçon d'un vampire qui se nourrirait de gras liquide. On savoure et vite, on gobe le ravioli et là c'est fantastique. Alors l'opération peut être renouvelée autant de fois qu'on a commandé de raviolis. On repart le ventre gorgé de soupe, de gras et surtout du sentiment d'avoir fait quelque chose de grand, à savoir pécho des raviolis. Bon bah effectivement c'était divin, ça t'a plu ? C'était trop bon. C'était comme ton souvenir Oui. Très bon. Pas si galère que ça à manger. Non, mais je crois que moi j'en avais mangé des plus gros, du coup forcément plus galère parce que ça tenait pas vraiment, je pense, dans la cuillère. Et là, parfait. On va arrêter le vlog à Chinatown parce que c'est très sportif. Les niches, on sait pas, knish, tu penses que tu prononces le cas ? Non, mais tu sais, c'est pas comme s'il n'existait pas non plus. Ah, Niche. faut pas l'ignorer. Niche.
niche, aknish. Enfin bref, c'est une spécialité juive qui a été ramenée à New York au début du XXe siècle avec une vague d'immigration juive. Et c'est plutôt, je crois, juif de l'Est, plutôt ashkénaze. Et en fait, c'est comme un petit pain fourré avec des mélanges de pommes de terre, plutôt une farce, c'est ça, farci. Un petit pain farci avec une farce de pommes de terre chou rouge, pommes de terre brocoli, pommes de terre épinards ou pommes de terre tout court. Et aussi des knish sucrés avec une sorte de cream cheese et avec blueberry, apple, etc. C'est vraiment un truc assez classique de la cuisine juive et c'est vraiment un truc de cuisine populaire. Et on a hâte de goûter parce que c'est apparemment un des cultes. C'est une des enseignes cultes, une des enseignes cultes de East Village. La façade sobre, classique new-yorkaise, nous accueille dans le quartier du Lower East Side, anciennement quartier juif. Yona Schimmel était un immigré roumain arrivé il y a un siècle et qui vendait ses niches dans une petite carriole avant d'ouvrir son commerce, d'ailleurs un des derniers commerces à avoir survécu au changement du quartier. L'intérieur est hors du temps, impossible de faire plus sobre en termes de mobilier, rien ne semble avoir bougé depuis des dizaines d'années, si ce n'est la déco du mur où je pense que chaque année on ajoute un article ou une photo avec une célébrité. On commande un niche sucré et un niche salé, blueberry pour le sucré et chou pour le salé. Le premier qui arrive déborde de confiture et de fromage blanc, on devine donc que c'est le sucré. C'est bon, simple, efficace, vraiment un très bon petit déjeuner. Et le second a l'air un peu fade au début, et c'est quand on comprend en regardant nos voisins de table qu'il faut mettre un peu de moutarde, et là tout devient génial. Le patron n'est plus Yona Schimmel depuis longtemps, mais c'est Alex Wolfman, un vieux monsieur bourru sympathique, qui nous accueille et qui nous sert. Bilan, tout est bon. On se dit que si c'était notre quartier, on viendrait une fois par semaine manger ces niches qui sentent bon la cuisine populaire, simple, austère et pourtant si bonne. Bilan, c'est bon. Point fort, la boutique, enfin l'enseigne, c'est vraiment, je pense que ça n'a pas bougé depuis que ça a ouvert. On a préféré les niches salées aux niches sucrées. Et je sais pas, qu'est-ce que t'as un petit truc? C'était très bon. On dirait que tu parles à ta maman. Je sais pas quoi dire. C'était très bon. Qu'est-ce que t'as préféré? Le niche salé à la pomme de terre et au chou. Parce que j'adore le chou et la pomme de terre. Aujourd'hui c'est grave la pluie, c'est dommage. Comme ça on peut pas trop vlogger dehors et tout. Mais pour se réconforter, ce matin on est allé manger un petit déj népalais. C'est un petit déj qui est beau. Qui est bon. Qui est beau, népalais. Oh. Le dégoût de un jeu de mots. En fait, c'est drôle. Il y a une grosse communauté népalaise dans le Queens, vers Jackson Heights. Et un peu par là. Et donc hier, on allait manger des momos frits dans un truc qui s'appelle Momo Crave. Et dans le quartier, il y avait 5-6 restaurants népalais dans le même quartier. Et là, c'est un autre truc qui s'appelait Well in Kathmandu qui fait des breakfast népalais. Regardez, parce qu'on y est déjà allé. On doit dire on est déjà allé. Une cuisine avec son identité propre et des influences indiennes et chinoises. Beaucoup de place pour les légumes et les épices, même le café est épicé. C'est sain, ça réveille le palais. Une soupe de momos pour terminer. Les momos, c'est ma passion. C'est des raviolis avec une pâte un peu plus épaisse, farcie à la viande ou aux légumes. Et là, c'est servi dans un bouillon de curry. Mon rêve secret, c'est que ça envahisse la France et devienne les nouveaux ramen. C'était vraiment très bon et je vous conseille d'essayer de découvrir la cuisine népalaise. Il y a une communauté népalaise aussi en France. Je sais qu'à Paris, il y a plusieurs restos népalais. Je crois même qu'il y a un resto qui fait des momos, il me semble, à Strasbourg. Vous pouvez chercher sur le web. Parce qu'en fait, on les voit pas. Parce qu'ils sont plus discrets. Enfin, on les assimile un peu à des restaurants chinois et indiens, des restaurants népalais. Alors que si on regarde et qu'on ouvre l'œil, c'est pour ça qu'il y en a quand même pas mal. Et je vous conseille vraiment, c'est une espèce d'hybride entre la cuisine chinoise, indienne et un truc un peu nouveau. C'est ça que tu trouvais? Ça t'a plu? Oui. J'ai cru que tu disais que c'était les Népalais qui étaient plus discrets que les Chinois et les Indiens. Je ne me permettrai pas parce que je suis hyper woke. Népalais. Népalais. Attention passengers, B&D trains are on stoppage at 157th Street and 174 107 Fish Street Station in both directions.
plat plus emblématique des migrations, quel plat plus emblématique des plats ramenés par les migrations que la pizza? C'est le plat le plus connu de New York, je pense, qui a fait sa fame. Et ça a été ramené par Sandek, l'émigration italienne, qui a même appris à se réinventer un peu, parce que c'est vraiment une pizza un peu différente, la pizza new-yorkaise, plutôt une slice. Et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on le fasse, on s'est forcé. Hein. Parce que nous, on n'est pas très pizza. On s'est dit non, on va y aller pour la vidéo. Là, il est quoi? Il est 11h du matin? T'es prête? Petit déj, ouais. Toi, t'es prête pour manger une pizza à 11h du matin, Vic? On pourrait manger des pizzas un peu n'importe quand. Hein. Oui. On a déjà testé Joe's Pizza. Oui. Et c'était bon, c'était pas mal, c'était pas incroyable. C'était bien pendant une soirée quoi. Ouais, voilà. Sympathique mais sans plus, un peu un truc pour touristes pour tout dire. Et puis le problème avec les 40 photocopies de magazines qui disent que c'est la meilleure pizza de la ville, c'est que ça met les attentes un peu haut. Et quand la pizza est juste bonne, on est déçu. Mais aujourd'hui on va chez Prince Street Pizza, qui apparemment est la pizza la meilleure pepperoni j'allais dire de la capitale, pas du tout, de New York. C'est un mec qui fait que ça, non? Ce que j'allais dire, je sais pas s'ils font que ça. Je crois qu'il fait beaucoup ça en tout cas. Et donc c'est parti. Petite boutique, juste la place de faire la queue et un petit comptoir. Alors ils font pas que ça, mais ils font beaucoup ça, les pizzas au pepperoni. La pâte est un peu différente que les pizzas classiques new-yorkaises, un tout petit peu plus épaisse. Et le serveur reconnaît qu'on est français et nous parle direct de... Cavani. Oh no, that guy too. What's his name? The guy from Colombia. Falcao? Falcao. Sí. And the other two. The number 10. What's his name? James? James. He plays in Germany now. On se pose au comptoir pour commencer ce petit déjeuner. Évidemment, le mur est couvert des photos des stars qui sont passées par là. Et donc alors, ça donne quoi, cette meilleure pepperoni de New York? On se met partout. C'est vraiment trop bon. Je sais pas comment ils font ces pepperoni tout beauté. Il y en a qui sont pas frits mais. Je sais pas, ils ont un peu genre on dirait des orecchiettes, tu sais les pâtes. Oui. Est-ce que c'est la meilleure pepperoni pizza que j'ai jamais mangée de ta vie? Moi je pense Bah, que je pense elle est parce pas que mal j'en ai classée, pas hein. non plus mangé 1000 mais. En fait le pepperoni il est juste piquant comme il faut. Et Ouais. ça fait vraiment un effet, je sais pas, c'est pas non plus. Je sais pas si ça a du goût quand même, ça arrache pas. Ouais. Et étonnamment c'est cool le côté très épais et croustillant. Ça va bien avec le pepperoni. Il faut vraiment que tu te. Regarde-toi. Tout dans les poches. Le meilleur pour la fin, Astoria Seafood. On y allait un peu à l'improviste, conseillé par un pote au dernier moment, et c'est devenu mon resto préféré du séjour. Astoria, pour situer, c'est un quartier un peu loin de Manhattan qui abrite une grosse communauté grecque, une immigration continue depuis la fin du 19e qui s'est un peu calmée avec l'entrée de la Grèce en Europe, mais tellement dense qu'on dit qu'Astoria est la plus grande communauté grecque hors d'Europe. Sur le papier, Astoria Seafood, c'est une poissonnerie qui fait aussi resto. Dans la pratique, c'est surtout un énorme bordel où ça parle fort, ça se bouscule et ça rigole. On choisit son poisson, on arrive à la caisse et on donne la cuisson, frit, grillé, bouilli, peu importe. Quelques accompagnements et puis on se pose et on écoute la musique grecque en attendant. Et là les plats arrivent et c'est incroyable. Le tout pour quelques dollars, vraiment pour l'ambiance, le concept et surtout la qualité des produits cuisinés à la perfection. On regrette pas du tout de s'être égaré de notre chemin. Surprenant Astoria Seafood, mais si vous aimez le poisson et allez à New York, je vous jure, ne passez pas à côté. Et ce restaurant marquera la fin de ce séjour. J'aurais pu vous raconter aussi plein de choses, par exemple les rôtis jamaïcains qu'on a mangés en regardant un match de Première Ligue chez Gloriaz. C'est des sortes de gros sandwichs inspirés de la cuisine indienne, c'est dire si les recettes voyagent. Puis il y a ce petit-déj éthiopien aussi à Brooklyn avec des goûts totalement inédits. Et dans le bas de Manhattan, Davel, une sorte de diner japonais coup de cœur de déco, je me suis dit que si j'avais un resto un jour, ce serait un copier-coller de celui-là.
pas trop grand, une carte de petit-déj, une carte de déj, une carte d'apéro. Parfait. Et puis hors sujet, mais le Milk Bar où on a vraiment bien aimé prendre des goûters. C'est la fin de ce voyage. On aurait pu parler de dizaines d'autres cultures culinaires qu'on peut croiser à New York. On aurait pu aussi faire cette vidéo à Marseille ou à Londres ou dans plein d'autres endroits, mais on l'a fait à New York parce que tout simplement, c'était là qu'on était.